Bonjour et bienvenue au webinaire Envision relatif à la sûreté des médicaments dans le cadre des programmes de traitement médicamenteux de masse. Prise en charge des événements indésirables et des événements indésirables graves dans le cadre de la lutte contre les maladies tropicales négligées. Je m'appelle Kelly Robinson, je travaille en qualité de spécialiste du renforcement des capacités au sein du projet Envision chez RTI International et je vais animer ce troisième webinaire de la série Envision sur les maladies tropicales négligées. Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui les docteurs Kumaraswamy, Joseph Kamgno et Abdel Direni comme intervenants. Nous espérons que vous trouverez ces présentations utiles dans le cadre de votre travail de lutte, de contrôle et d'élimination des maladies tropicales négligées. Pour ceux d'entre vous qui participent à un webinaire pour la première fois, certains conseils sont affichés dans la partie supérieure droite de votre écran. Le son devrait provenir de votre ordinateur. Si le son ne fonctionne pas, vous devriez pouvoir vous connecter à l'aide d'une ligne terrestre avec le numéro de téléphone fourni ici. Si vous cliquez sur « Téléphone », un code d'accès vous sera alors fourni. En cas de difficulté, veuillez saisir la raison de votre problème dans la boîte de discussion et nous tenterons de le résoudre. Si à un moment donné, au cours du webinaire, vous avez des questions à poser à nos intervenants, n'hésitez pas à les saisir dans la boîte de discussion. Nous tenterons d'y répondre dans le temps imparti. Les diapositives et un enregistrement du webinaire seront disponibles sur le site internet de Envision. Une fois le webinaire terminé, nous vous ferons parvenir par courrier électronique un lien qui vous conduira vers ces ressources. Nous aimerions également vous demander de prendre quelques minutes pour répondre à des questions relatives à l'évaluation du webinaire. Ce questionnaire vous sera proposé par un lien que vous trouverez sur la dernière diapositive. Vos commentaires sont importants car ils nous permettent d'aborder les sujets qui vous sont utiles dans votre pratique quotidienne. Enfin, si vous trouvez ce webinaire utile, vous pouvez consulter les webinaires antérieurs sur notre site internet, notamment celui relatif à l'évaluation des couvertures programmatiques lors des traitements médicamenteux de masse et celui portant sur les instructions pour remplir le formulaire de l'OMS de demande commune pour les maladies tropicales négligées. J'aimerais tout d'abord présenter brièvement le projet Envision. Envision est un projet de 5 ans financé par l'Agence américaine pour le développement international, ou USAID. Nous travaillons en collaboration avec les programmes nationaux de lutte contre quelques maladies tropicales négligées pour le contrôle ou l'élimination de la filariose lymphatique, de l'onchocercose, de la schistosomiase, de 3 formes de géohelminthiase et du trachome. Le projet Envision est mis en œuvre par RTI International, en partenariat avec CBM International, the Carter Center, the Fred Lois Foundation, Heller Keller International, IMA World Health, Light for the World, Sight Savers International and World Vision. Envision est mise en œuvre par RTI International et ses partenaires dans 14 pays de l'Amérique latine et des Caraïbes, d'Afrique et d'Asie, et nous ajouterons 4 autres pays à cette liste en 2016. Voici l'adresse de notre site internet. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter à RTI Fights NTDS. J'aimerais vous présenter nos intervenants à qui nous exprimons notre gratitude pour leur participation à ce webinaire aujourd'hui. Nous avons le Dr Kumaraswamy, qui a fait partie du Conseil indien de recherche médicale et qui travaille depuis 2011 avec le Centre de soutien aux maladies tropicales négligées et Envision en qualité de consultant pour les programmes de lutte contre les maladies tropicales négligées. Il est chercheur clinique et bénéficie de plus de 30 ans d'expérience dans divers aspects de la lutte contre la filariose lymphatique. Nous avons aussi la chance d'avoir avec nous le Dr Abdel Direni, qui est conseiller technique en matière de maladies tropicales négligées pour Envision. Il est un récent boursier à la faculté de santé publique d'Emory University et il a travaillé au préalable avec IMA World Health, où il occupait le poste de directeur pays pour le programme de lutte contre les maladies tropicales négligées en Haïti. Il a contribué à l'expansion du programme national dans tout le pays. Il a aidé le programme à franchir l'étape de mesure de l'impact et de début de la surveillance. Nous avons aussi avec nous le Dr Joseph Kamgno, qui nous rejoint du Cameroun, où il occupe le poste de maître de conférence à la faculté de médecine et de sciences biomédicales de l'université de Yaoundé.
Il est directeur du Centre de recherche sur la filariose et autres maladies tropicales et est le conseiller technique en matière de l'OASE pour le Comité national de lutte contre l'onchocercose. Grâce à des intervenants aussi qualifiés parmi nous aujourd'hui, nous avons préparé un webinaire tout à fait intéressant. Tout d'abord, le Dr Coomaraswamy fournira un aperçu des principales étapes nécessaires en vue de se préparer et de prendre en charge les événements indésirables graves et les événements indésirables suite à un traitement médicamenteux de masse dans le cadre de programmes nationaux de chimioprévention des maladies tropicales négligées. Nous ferons ensuite une pause de quelques minutes pour vous permettre de poser des questions au Dr Coomaraswamy. Par la suite, le docteur Direni parlera de l'expérience haïtienne de prise en charge des événements indésirables qui vise à préserver des taux de couverture efficaces. Le docteur Kamno présentera ensuite la situation au Cameroun et en République centrafricaine en s'appuyant sur plus de 10 ans d'expérience dans le domaine de la prise en charge des événements indésirables graves dans les régions de coendémie de l'onchocercose et la l'Oise. Nous prendrons alors le temps de répondre à vos questions et d'obtenir vos commentaires avant de conclure le webinaire. J'aimerais vous rappeler que bien que nous ayons fixé des moments précis pour permettre à nos invités de répondre à vos questions, n'hésitez pas à les saisir dans la boîte de discussion à tout moment au cours du webinaire. Cela étant, le moment est venu de démarrer notre webinaire. Je me tourne donc maintenant vers le docteur Coomaraswamy. Merci Kelly de votre introduction. Au cours de ma présentation, je vais discuter d'un élément important du traitement de masse, qui n'est que rarement abordé mais qui devrait faire l'objet d'attention de la part des gestionnaires de programmes. Je vais discuter des événements indésirables et des événements indésirables graves et comment les prendre en charge plus efficacement. Nous savons que nous utilisons des médicaments tout à fait sûrs dans le cadre des programmes de santé publique de grande envergure actuellement en place dans le cadre de la lutte pour le contrôle et ou l'élimination des maladies tropicales négligées. Ces programmes sont uniques car ils traitent plusieurs millions de personnes au même moment partout dans le monde. Ils sont uniques également parce qu'ils sont soutenus par d'importants dons. Plusieurs essais cliniques randomisés contrôlés ont permis d'établir la sûreté des médicaments que nous utilisons dans le cadre de ces programmes de lutte contre les maladies tropicales négligées. Cependant, étant donné qu'un grand nombre de personnes sont traitées durant une courte période de temps et que ces médicaments normalement utilisés dans les pratiques cliniques sont utilisés en dehors des lieux habituels de soins de santé, certaines questions concernant leur sûreté ont parfois été soulevées. Pourquoi devons-nous accorder une attention à ces événements indésirables et aux événements graves au cours de la distribution médicamenteuse? Bien que plusieurs milliards de doses de ces médicaments ont été distribuées, nous savons que nous devons nous tenir prêts à prendre en charge ces événements indésirables et à anticiper leur survenue à l'avenir. Ceci provient simplement du fait qu'un grand nombre de personnes sont traitées alors que nous étendons les programmes dans des régions encore non couvertes et plus spécialement en Afrique et aussi là où plusieurs médicaments sont utilisés dans le cadre d'une approche intégrée de traitement de masse. Nous savons aussi que la survenue des événements graves ou des événements indésirables peut avoir une incidence sur les programmes de lutte contre les maladies tropicales négligées. Nous avons connaissance de pays où des programmes ont été interrompus à cause des événements indésirables et événements graves. Et une fois que ces événements ont provoqué l'arrêt d'un programme, les gestionnaires ont rencontré d'énormes difficultés pour le relancer et regagner la confiance des populations. De quelle manière ces événements surviennent-ils et quand nous apercevons-nous de leur impact? C'est une importante question à laquelle nous devons répondre. La plupart du temps, nous ne sommes pas en mesure d'anticiper leur survenue, mais à d'autres occasions, ils surviennent suite à des activités insuffisantes d'information, éducation, communication et de mobilisation sociale, deux événements pouvant être facilement améliorés. Nous convenons tous qu'il est important de prendre en charge de manière efficace les événements indésirables et les événements graves, d'assurer des programmes sûrs, d'instaurer la confiance dans les communautés et d'assurer le respect du traitement dans tous les cycles de traitement de masse.
Avant que nous n'entamions la discussion proprement dite, permettez-moi de définir les événements faisant l'objet de cette discussion. On parle tout d'abord d'événements indésirables survenant au cours de traitements de masse. Nombre d'entre vous, ayant une expérience dans le domaine des programmes de vaccination, reconnaîtront cette terminologie, où l'on parle notamment d'événements indésirables suite à l'immunisation. Nous avons donc tout simplement emprunté ce même acronyme. Il s'agit d'événements survenant couramment dans le cadre de programmes et la majorité des gestionnaires savent que leur fréquence est généralement liée aux charges parasitaires dans la communauté. Certains pensent aussi qu'ils sont causés par le médicament. C'est un problème, car de nombreuses personnes recevant les médicaments, ainsi que les personnes les administrant, pensent que les médicaments sont en fait responsables des événements produits. Mais heureusement pour nous, l'expérience nous a montré que la plupart de ces événements se résolvent spontanément et peuvent être traités à l'aide de simples remèdes. D'un autre côté, lorsque nous parlons d'événements indésirables graves, ceux-ci ont de nombreuses autres implications, notamment en termes de notification auprès des autorités réglementaires. Ces événements sont graves car ils peuvent entraîner un décès, nécessiter une hospitalisation de longue durée, provoquer un handicap important ou mettre en danger la vie du patient. De façon à aider les gestionnaires de programmes à anticiper, planifier et prendre en charge ces événements, Envision, avec le soutien de l'USAID et d'autres partenaires tels que la Task Force for Global Health, et en consultation avec des professionnels de la santé des secteurs de la santé publique et des sciences cliniques, a mis au point un manuel à l'intention des gestionnaires de programmes pour les aider à prendre en charge efficacement ces événements indésirables. Si vous parcourez cet ouvrage, vous vous apercevrez qu'il s'inspire en grande partie du manuel de référence publié par l'OMS portant sur la prise en charge des événements indésirables et des événements graves. Le manuel a également bénéficié de l'expérience considérable acquise au fil des ans par les programmes de vaccination de l'OMS, y compris des manuels de formation et les messages devant être passés en revue dans les communautés. Tous ces documents ont été condensés en un manuel utile pour permettre aux gestionnaires de programmes de bénéficier d'une approche étape par étape de planification et de prise en charge efficace des événements indésirables et des événements graves. La diapositive suivante illustre la mise en page du manuel. Il est conçu afin de permettre aux gestionnaires du programme d'aborder la réponse aux événements indésirables et événements graves étape par étape. L'élément le plus important étant la manière de répondre aux besoins du patient. Mais même si vous répondez aux besoins du patient, vous devez répondre également aux besoins de la communauté, notamment comment communiquer avec la communauté et les médias. La prochaine étape consiste à déterminer si un événement particulier est un événement indésirable ou un événement grave. Comment enquêter à ce sujet et le signaler, et quels sont les circuits disponibles pour de telles activités. Finalement, il convient de donner suite à l'enquête après avoir identifié le problème et les mesures correctives à prendre. Il peut s'agir de plusieurs améliorations en termes de formation ou de mobilisation sociale, voire même une amélioration de la qualité des médicaments utilisés dans le cadre du programme. Un aspect important de cet exercice consiste à partager ces expériences, car d'autres personnes œuvrant dans le cadre des programmes de lutte contre les maladies tropicales négligées partout dans le monde pourraient certainement bénéficier des leçons tirées de celles-ci. L'étape la plus importante dans la planification d'un traitement de masse consiste à préparer une distribution sûre des médicaments. Pour ce faire, la planification est une étape essentielle. De la même manière que vous planifiez méticuleusement la distribution de médicaments en calculant le nombre de distributeurs requis, les endroits où la distribution aura lieu et la manière dont la distribution sera surveillée, vous devez aussi prêter attention à la sécurité de ces programmes. Ceci dépendra en grande partie de la préparation d'un calendrier qui vous permettra de former le personnel en vue non seulement de prendre en charge ces patients en toute sécurité, mais aussi les responsabilités relatives à la gestion de l'information. Alors que vous planifiez les traitements de masse,
vous devez informer les communautés au sujet des événements indésirables auxquels on peut s'attendre suite à la prise de médicaments, car rien n'est plus effrayant pour une communauté faisant l'expérience de la forme la plus légère de ces réactions de ne pas savoir ce qui se passe. Dans de nombreux pays, des équipes spécialisées de médecins et de personnel infirmier formés dans la gestion des effets secondaires sont mises en place au cours des traitements de masse. Et il est utile que les communautés sachent que de telles équipes sont à leur disposition et comment les joindre. De telles équipes d'intervention rapide peuvent éliminer efficacement toute rumeur circulant dans les communautés concernant les événements indésirables et les événements graves. Il est important de souligner que le traitement rapide des patients est l'étape la plus importante de la prise en charge des événements graves et des événements indésirables. Même lorsque les patients font l'objet d'événements indésirables et d'événements graves, ils aimeraient savoir où se rendre pour recevoir un traitement et comment se faire traiter. Reconnaître les symptômes les plus courants tels que la fièvre, les maux de tête, les douleurs abdominales, l'étourdissement ou le vertige devrait faire partie de la formation des agents de santé. Ces symptômes sont généralement passagers et peuvent être traités avec de simples mesures au domicile du patient ou dans les centres de soins de santé primaires. Bien qu'ils soient passagers et faciles à traiter, ils peuvent susciter des inquiétudes dans les communautés concernées. Par exemple, je connais certaines situations où dans des villages, plusieurs personnes qui se portaient tout à fait bien pendant les jours précédant le traitement de masse, soudainement se sont plaints de fièvre, maux de tête et diverses douleurs suite au traitement de masse. Toutes pouvaient être traitées efficacement à domicile. Lors du traitement de patients souffrant d'événements indésirables, il est important de répéter sans cesse que les médicaments sont sans danger. Un autre message important consiste à souligner que les problèmes ne sont pas causés par le médicament, mais plutôt qu'une bonne chose est en train de se passer. Les parasites sont en train d'être éliminés, ce qui est un signe certain que le médicament est efficace. Ces deux messages renforcent certainement leur confiance par rapport aux médicaments qu'ils prennent et pourraient aider à les convaincre de participer au prochain cycle de traitement de masse. Un autre aspect de la formation qui doit être mis en valeur consiste à reconnaître à quel moment un patient qui a participé à un traitement de masse doit être orienté vers un hôpital ou un spécialiste une fois que les symptômes s'aggravent. Si l'un des symptômes évolue ou persiste au-delà des 24 heures, ou si une réaction inhabituelle qui n'avait pas été observée auparavant se produit, ou encore si l'on observe un événement grave, le patient doit être orienté vers un hôpital. Même si vous traitez des patients de façon individuelle, vous devez garder à l'esprit qu'une attention doit être accordée à la communauté tout entière. Lorsque l'un de ces événements se produit, il est préférable que le gestionnaire du programme et son équipe s'assurent que la communauté comprenne bien le besoin essentiel pour le traitement de masse et la sécurité des médicaments et qu'ils informent les médias des problèmes en cours. Si une enquête au sujet des événements graves est engagée, la communauté doit en être informée ainsi que de son évolution. Lorsque l'enquête prend fin, les résultats doivent être partagés avec la communauté. Le manuel fournit un grand nombre de directives concernant les messages qui doivent être communiqués aux communautés. Il fournit également des conseils pratiques pour le partage de l'information avec les médias, notamment les conférences et communiqués de presse. À ce point, il est important de faire la différence entre événements indésirables et événements graves. Les événements indésirables, comme nous l'avons vu, sont courants, spontanément résolutifs et peuvent être facilement pris en charge avec des médicaments courants. Par contre, les événements indésirables graves sont moins courants et très souvent entraînent des conséquences néfastes qui peuvent nécessiter une hospitalisation, causer un décès ou un handicap. L'aspect le plus important que les gestionnaires de programmes doivent savoir est le suivant. Bien que les événements indésirables soient courants, ces derniers ne sont pas soumis à des exigences de notification, sauf si recommandés par le programme national, alors que toute survenue d'événements graves
doit être signalé auprès des autorités réglementaires à travers un canal de communication qui s'étend généralement du Programme national à l'Organisation mondiale de la santé. L'information est partagée au niveau de différents partenaires, tels que la compagnie pharmaceutique faisant don des médicaments et autres bailleurs de fonds des programmes. En effet, bien que les événements indésirables peuvent être intenses, ils progressent rarement vers des événements graves. Nous examinerons cette question de manière plus approfondie à la diapositive suivante. Un problème que nous rencontrons fréquemment alors que nous discutons des événements indésirables et des événements indésirables graves est une certaine confusion existant entre les expressions sévérité et gravité. Beaucoup d'entre nous ont tendance à utiliser ces termes de manière interchangeable, mais je voudrais insister sur le fait qu'ils ne sont pas interchangeables. Et bien que de nombreuses réactions sévères comprennent des réactions graves, elles comprennent aussi d'autres réactions qui ne sont pas graves. Comme vous pouvez le voir sur ce diagramme qui montre la relation existant entre les réactions graves et sévères. Donc l'élément important à retenir est que les réactions graves, comme nous les évoquons ici, ont un contexte réglementaire. La gravité et non pas la sévérité sert de guide pour définir les obligations de notification auprès des autorités de réglementation. Pour vous donner un exemple simple, un patient peut souffrir d'un mal de tête grave sans qu'il s'agisse pour autant d'un événement indésirable grave. Il est important de retenir ici que tous les événements graves, au moment de leur survenue, nécessitent une action. Le manuel indique le type d'action que le gestionnaire de programme doit prendre. La question la plus importante est de déterminer ce qui doit être signalé. Bien que j'ai dit qu'il ne soit pas nécessaire de signaler la majorité des événements indésirables, de nombreux programmes nationaux peuvent décider quel type de réactions doivent être transmis à l'échelon supérieur. De nombreux événements indésirables comprennent des réactions graves devant être signalées, telles que le syndrome de Stevens-Johnson ou la réaction de Mazzotti, même si elles ne correspondent pas à la définition réglementaire des événements graves. Lorsque des événements indésirables surviennent avec une fréquence accrue, même s'ils ne sont pas graves ou s'ils provoquent une grave inquiétude au sein de la communauté, ils devraient être signalés. D'un autre côté, tous les événements graves doivent être signalés. Comme mentionné précédemment, la chaîne de notification peut s'étendre différemment selon la situation. Il convient alors de se demander qui doit se charger de signaler. Pratiquement toute personne impliquée dans le programme a un rôle important à jouer en ce qui concerne l'identification et le signalement d'événements graves. Le plus souvent, le personnel de santé, qui devrait être dûment formé, se charge de cette tâche. Il peut s'agir aussi de bénévoles, de personnes proches du patient, de personnes ayant développé de telles réactions ou de chercheurs s'ils sont impliqués. Toutes ces personnes peuvent être tenues de notifier ces réactions. Il est important que les personnes chargées du signalement soient dûment formées. Le plus souvent, cette responsabilité incombe aux travailleurs de soins de santé primaires. Au fil des ans, nous avons reconnu plusieurs obstacles à un système de rapport ou de signalement efficace. Ces obstacles peuvent varier, allant d'un sentiment de culpabilité à un manque de formation en matière d'identification et de signalement de ces réactions. Les gestionnaires de programme doivent s'assurer que lors de la formation, la même prudence s'applique tant pour le respect des doses que pour reconnaître les événements indésirables et les rapporter. Au centre de soins primaires, la formation doit comprendre la prise en charge d'événements indésirables courants et sûrement tous les événements graves. Au sommet de la pyramide de prise en charge de tous ces cas, au sein des hôpitaux et des institutions médicales de soins tertiaires, il est important de constituer une équipe d'experts capables de prendre en charge même les cas d'événements graves les plus inhabituels et aussi capables de facilement gérer ceux se produisant le plus fréquemment. Comment signaler ces réactions ? Il convient d'utiliser le formulaire de signalement d'un événement indésirable de l'OMS qui est extrait du manuel de chimioprévention. Mais généralement, de nombreux pays et organismes
adapte ce formulaire pour pouvoir produire des rapports convenables auprès de l'OMS et d'autres organismes réglementaires. En cas de survenue d'événements graves, il convient de mener une enquête. Il est alors important de décider qui mènera l'enquête et de quelle manière la mener. L'objectif de l'enquête consiste habituellement à identifier la cause du problème et, une fois le problème identifié, quelles mesures protectives peuvent être prises. L'enquête pour déterminer la causalité résultera en une des conclusions suivantes. L'événement indésirable est définitivement lié aux médicaments. Souvent, ce type de causalité est lié à des erreurs opérationnelles, notamment lorsque le patient est forcé d'avaler le médicament ou a fait l'expérience d'une suffocation. Parfois, l'événement n'est définitivement pas lié aux médicaments, mais peut survenir par coïncidence. Cette conclusion intervient fréquemment une fois l'enquête relative aux événements indésirables et aux événements graves terminée. Ceci peut être lié à la procédure d'administration du médicament mentionné précédemment, lorsque le plus souvent des doses incorrectes ou une administration incorrecte sont la cause de ce problème. Cependant, il est bon de retenir que les résultats d'une enquête peuvent aussi s'avérer non concluants et qu'aucune relation définitive de cause à effet ne soit établie entre le médicament et l'événement grave. Si des erreurs opérationnelles sont identifiées dans le cadre du programme, elles doivent être rectifiées. Heureusement pour nous, la plupart de ces erreurs peuvent être corrigées en améliorant la formation des agents de santé, en renforçant la mobilisation sociale et en créant des messages qui permettront de renforcer la participation des communautés. Il est important de veiller à ce que les réactions qui ont été enregistrées et ont fait l'objet d'une enquête soient liées au programme de pharmacovigilance. Il est essentiel d'éviter de créer un climat de crise et, le cas échéant, de gérer cette crise. Voici quelques points importants pour aider à gérer une crise. Si de tels problèmes sont anticipés et un personnel dûment formé est disponible, il convient donc de confirmer les faits avant de faire toute déclaration et de préparer un plan en cas de crise. Une planification réussie est essentielle. Nous savons que nous disposons de médicaments sûrs. Nous avons donc besoin d'assurer la sûreté des programmes. Le meilleur moyen de s'y prendre est d'avoir un plan. La meilleure façon de planifier consiste à utiliser une liste de contrôle. Le manuel fournit une liste de contrôle qui vous permet de planifier des distributions de médicaments sûrs et de mettre en pratique tout ce que nous avons discuté jusque-là. Je vais m'arrêter maintenant pour répondre à vos éventuelles questions. Je vous remercie de votre attention. Merci, Dr Kumaraswamy, de votre présentation fort intéressante. Nous l'apprécions vivement. Faisons une pause d'1 minute pour vous permettre de poser des questions. N'hésitez pas à les saisir dans la boîte de discussion. Je vais maintenant laisser la parole au Dr Direni qui va nous parler de l'expérience rencontrée en Haïti. Et nous répondrons à ces questions vers la fin du webinaire. Bonjour, je m'appelle Abdel Direni. Je suis conseiller technique en matière de maladies tropicales négligées chez RTI. Au cours des 5 prochaines minutes, je vais présenter brièvement l'expérience rencontrée en Haïti concernant la prise en charge des événements indésirables. Vous pouvez constater que je n'utilise pas le terme sévère car aucun événement indésirable grave n'est survenu depuis le lancement du programme de lutte contre la filariose lymphatique en 2008. Ce programme a démarré dans la commune de Léogane, dont les données de référence faisaient état d'un taux d'antigénémie de plus de 50%. Pour le premier traitement de masse mené dans cette commune, nous avions signalé un taux de couverture de 85%. Au cours du premier traitement de masse, de nombreux événements indésirables ont été signalés, beaucoup plus que prévu. Nous n'avions pas suffisamment de médicaments pour prendre soin des patients. Les événements indésirables les plus courants, comme indiqué sur le côté gauche, comprenaient de la fièvre, des maux de tête, des vomissements, de la diarrhée, des douleurs abdominales, des démangeaisons et des nodules testiculaires. Aucun décès n'a été signalé. En 2002, lors du second cycle de traitement de masse, le taux de couverture a été considérablement réduit et est passé à 52%.
Nous avons mené une enquête d'évaluation des connaissances, attitudes et pratiques afin d'identifier les raisons pour ce faible taux de couverture. L'enquête a révélé que dans 75% des cas, la non-participation était due à une crainte des effets secondaires. Pour accroître la couverture, le programme a mis l'accent sur l'éducation. Nous avons élaboré un tableau à feuilles mobiles où figuraient des photos de personnes souffrant d'effets secondaires suite à la prise de médicaments. Nous avons enregistré des personnes bien connues, telles que des leaders politiques ou religieux et des joueurs de football ou des musiciens célèbres, qui ont expliqué la raison de ces effets secondaires. Nous avons utilisé ces voix pour produire des annonces radio et télévisées. Nous avons également augmenté le nombre de points de traitement et d'éducation, et nous avons augmenté le nombre de centres de référence qui est passé de 1 à 3. Suite à toutes ces initiatives, le taux de couverture lors du 3e cycle de traitement de masse a de nouveau atteint 80%. Depuis, un taux de couverture constamment élevé a été signalé pour le reste du programme et les événements indésirables ont depuis été réduits. Lorsque le programme a été élargi dans tout le pays en 2007, grâce à un financement de l'USAID, une éducation portant sur les événements indésirables a été ajoutée au tout début. Les leaders communautaires ont été informés des événements indésirables, la raison de ces derniers, la réponse en cas de survenue et les dispositifs en place en termes de médicaments et personnel de santé pour permettre au programme de prendre en charge les événements indésirables. Par conséquent, le programme de lutte contre les maladies tropicales négligées a toujours bénéficié d'un taux de couverture constamment élevé durant toute sa durée. Une enquête d'évaluation des connaissances, attitudes et pratiques a été menée l'année dernière afin de déterminer les raisons du non-respect du traitement dans certaines régions. Les résultats montrent que le non-respect n'était pas dû aux effets secondaires ou à la sûreté des médicaments, mais plutôt à une absence au moment du traitement de masse qui a été signalée dans 15% des cas. Pour conclure, nous pouvons dire que la prise en charge des événements indésirables ou les événements indésirables graves a un impact considérable sur les programmes de lutte contre les maladies tropicales négligées. Si vous gérez bien les événements indésirables, l'impact sera positif et cette réponse permettra d'accroître la couverture du programme. À l'inverse, si vous ne gérez pas bien les événements indésirables, ne soyez pas surpris si le taux de couverture est faible. En éduquant et en sensibilisant la population au sujet des événements indésirables, vous réduirez les raisons pour le non-respect. Nous avons appris, grâce à l'expérience acquise en Haïti, en matière d'événements graves, que vous devez tenir compte de tous les effets secondaires, même s'ils ne sont pas liés à la distribution massive de médicaments. Merci. J'aimerais partager avec vous cette superbe photo prise lors de la célébration du milliardième traitement en Haïti par USAID. Formidable, merci beaucoup, Dr Direni. Pour ceux d'entre vous qui veulent poser des questions au Dr Direni, n'hésitez pas et saisissez ces questions dans la boîte à discussion. Nous y répondrons après la présentation du Dr Kamno. Au cours des prochaines minutes, je parlerai des événements graves au Cameroun et des défis posés par les événements indésirables dans les régions de co-endémie, à l'onchocercose et à l'aloase. Je commencerai par un historique des événements graves dans les régions endémiques à l'aloase en Afrique centrale. Pas en République centrafricaine, mais en Afrique centrale en général. La stratégie de traitement de masse dans les régions endémiques à l'aloase, le système actuel de signalement et la prévention des événements graves consécutifs à la prise d'ivermectine. En ce qui concerne les événements graves dans la région endémique à l'aloase en Afrique centrale, les traitements à l'ivermectine commencèrent en 1987 au Cameroun, dans des régions endémiques à l'onchocercose uniquement. Les événements indésirables constatés étaient mineurs et modérés. Des cas d'encéphalite sont apparus lorsque le traitement a démarré dans les régions forestières.
Le premier cas a été décrit en 1991 dans la région littorale du Cameroun. Ce cas a été analysé et signalé auprès de l'OMS et du programme de donation du Mectizan. À partir de ce premier cas, des travaux de recherche ont été entrepris afin de déterminer les facteurs de risques associés, la physiopathologie, la prise en charge et le meilleur moyen de prévenir les événements indésirables graves liés à la loase. La recherche a révélé que le principal facteur de risque était la forte parasitémie de la loase. Pour les événements graves sans aucun signe neurologique, le seuil s'élevait à 8000 microfilaires de LOA par unité de sang. Le seuil pour une encéphalopathie probable à la loase liée au traitement à l'ivermectine s'élevait à 30 000 microfilaires par unité de sang. Ainsi, les personnes ayant une parasitémie de 30 000 microfilaires par millilitre avant la prise d'ivermectine présentaient un risque de développer une encéphalopathie suite au traitement. Concernant la physiopathologie, il existe une possibilité de phénomène mécanique dû à la paralysie de nombreuses microfilaires et au blocage des capillaires. Dans des conditions normales, les microfilaires normales migrent à travers le système sanguin. Cependant, lorsque les patients prennent le traitement à l'ivermectine, ces microfilaires sont paralysés, migrent avec le sang via les capillaires, bloquant ceux-ci. La réaction immunologique consiste à détruire les microfilaires. Lorsque les microfilaires sont en vie, elles sont protégées du système immunitaire, mais lorsqu'elles sont paralysées ou mortes, elles sont exposées au système immunitaire. Il existe aussi une possibilité que les microfilaires LOA migrent vers le cerveau. Dans certains cas, une ponction lombaire a fait apparaître des microfilaires dans le liquide cérébrospinal. Chez les animaux, on a observé des microfilaires dans le tissu cérébral. Une stratégie de traitement de masse dans les régions d'endémie à la loase a été mise en place pour prendre en charge ces événements graves particuliers. Des protocoles ont également été mis en place pour la prise en charge de ces événements graves dans les établissements de soins. La première étape entreprise en vue d'une stratégie de traitement de masse dans les régions endémiques à la loase consistait à cartographier la loase afin de délimiter les régions à risque. Une fois cette cartographie terminée, nous étions alors en mesure d'identifier les régions à risque élevé. Dans ces régions à risque élevé, nous avons mis sur pied un système de surveillance pour la détection rapide et la prise en charge précoce des cas, et nous avons formé le personnel de santé au diagnostic et à la prise en charge des événements graves post-ivermectine, et nous avons amélioré les activités de sensibilisation et d'éducation de la population eu égard aux événements graves consécutifs à un traitement à l'ivermectine. Il est important que les habitants sachent que les événements graves peuvent survenir suite au traitement. S'ils ne le savent pas, ils peuvent consulter un guérisseur traditionnel lorsqu'ils sont atteints d'événements graves, car ils ne font pas la relation entre les signes et les symptômes dont ils souffrent et le traitement qu'ils ont reçu. Nous éduquons donc les populations au sujet d'événements éventuels graves. Nous avons également envisagé la préparation du médicament à l'hôpital de préférence pour une prise en charge appropriée des événements graves. Lorsque nous avons décidé des structures de santé les mieux adaptées afin de prendre en charge les événements graves, nous nous sommes assurés que les médicaments appropriés étaient disponibles dans ces établissements de santé afin de prendre en charge les événements graves. Le principal distributeur communautaire de médicaments et d'autres membres du personnel de santé ont mené une surveillance au cours de la semaine suivant le traitement de masse afin de détecter tous les événements graves résiduels. Une fois la cartographie terminée, il avait été déterminé que les zones de risque pour l'encéphalopathie à la loase correspondaient aux zones ayant une prévalence au LOA de 20%, obtenue à partir d'une enquête parasitologique, ou une prévalence de 40% d'antécédents de passage du ver dans l'œil, obtenue à l'aide d'une technique de cartographie RAP-LOA. Cette carte de l'Afrique centrale montre la répartition géographique de la prévalence de LOA.
Comme vous pouvez le constater, la prévalence la plus élevée se retrouve dans le sud du Cameroun, en Guinée équatoriale, au Gabon, au Congo, en République centrafricaine et en République démocratique du Congo. Ce sont les régions à forte prévalence du Loa-Loa. Ce sont là les régions où la population est à risque de développer une encéphalopathie suite à la prise d'ivermectine. Après le premier traitement dans des régions co-endémiques à la Loa et à risque élevé, nous avons enregistré 2 à 3 cas d'événements graves neurologiques par 10 000 traitements. Cependant, nous avons remarqué que le taux d'incidence était relativement élevé dans la province du Bas-Congo en RDC, où 5 cas pour 10 000 traitements ont été enregistrés. Suite à une enquête, nous avons trouvé que le taux d'incidence élevé était dû à la prévalence particulièrement forte du Loa-Loa dans la province du Bas-Congo. Après les années de traitement, ces incidents sont moins fréquents. L'année dernière, par exemple, le Cameroun a enregistré environ 1 cas par million de traitements. Comme le risque est lié à la forte filarémie dans le sang, après plusieurs années de traitement, un nombre réduit de personnes présentent une filarémie très élevée de Loa-Loa dans le sang. Par conséquent, après de nombreuses années de traitement, le risque d'événements indésirables graves est assez faible dans les communautés. En ce qui concerne les manifestations cliniques, la majorité des symptômes pour ces événements graves apparaîtront entre 12 et 24 heures après le traitement et se manifesteront tout d'abord par des signes et symptômes typiques d'effets secondaires mineurs. Les principales plaintes sont de la fatigue, des lombalgies sévères, des maux de tête sévères et une arthralgie généralisée. Les manifestations cliniques progressent vers l'hémorragie conjonctivale ou l'œil rouge. Il s'agit d'une véritable hémorragie de la conjonctive et non pas d'une conjonctivite. Nous avons aussi remarqué une hémorragie rétinienne chez ces patients. Pour les cas neurologiques, la principale plainte est la fatigue qui s'accroît progressivement et évolue vers des troubles du comportement, une perte de conscience, voire le coma. Ces patients tiennent des propos incohérents, parlent de choses qui n'existent pas et se plaignent des personnes autour d'eux sans motif valable. L'un de ces patients est sorti de son lit à l'hôpital pour uriner sur le patient qui se trouvait à côté de lui. Les signes précurseurs de ces événements graves sont une fatigue prononcée, des douleurs lombaires sévères, des douleurs généralisées sévères et une hémorragie de la conjonctive. Une fois les traitements de masse administrés, les patients faisant preuve de ces symptômes particuliers sont suivis de près car ils peuvent développer une encéphalopathie. Comment prendre en charge ces cas? Lorsque des signes précurseurs sont observés chez un patient suite au traitement, nous effectuons 2 examens de base. Une goutte épaisse calibrée pour vérifier la présence de plasmodium et une autre pour vérifier la présence du Loa-Loa. Lorsque l'examen du Loa-Loa est positif, à gauche sur la diapo, nous concluons qu'il s'agit d'un événement indésirable consécutif au traitement. Il est pris en charge en tant qu'encéphalopathie probable à Loa-Loa liée au traitement à l'ivermectine. Les instances supérieures du système de santé sont alors avisées. Nous commençons par informer la délégation régionale de la santé et les ONG qui ont aidé le ministère de la Santé à distribuer les médicaments. Le niveau central et le coordonnateur national pour le programme de lutte contre l'onchocercose sont aussi informés. Le centre de recherche sur la filariose et d'autres maladies tropicales est également avisé car c'est l'organisme en charge des événements indésirables. Lorsque nous sommes certains qu'il s'agit bien d'un événement grave, nous nous rendons sur le terrain pour examiner le patient en compagnie de collègues sur place pour confirmer s'il s'agit ou non d'une encéphalopathie liée au traitement à l'ivermectine. Cependant, lorsqu'il n'y a pas de résultat positif de Loa-Loa et plasmodium, à droite sur la diapo, les collègues sur le terrain le traitent comme un cas de paludisme. La principale préoccupation pour les patients atteints d'encéphalopathie à Loa est le coma.
Vous pouvez sans doute imaginer la difficulté de prendre en charge un patient dans le coma au niveau du district. Au niveau des premières années du traitement, la majorité des cas étaient transférés à Yaoundé, au niveau central. Cependant, ils étaient tellement nombreux que le niveau central à Yaoundé était débordé. La prise en charge des cas est désormais décentralisée au niveau du district. Pour cette raison, avant de lancer un traitement de masse, les collègues au niveau de l'hôpital de district doivent être dûment formés en matière de prise en charge de ces événements graves, y compris le coma. Pour tous les patients dans le coma, les interventions prioritaires sont les voies respiratoires, la respiration et la circulation. Nous utilisons aussi une sonde, nous dispensons des soins infirmiers généraux et des soins oculaires à l'aide de sérum physiologique. Vous pouvez voir sur la prochaine diapositive une escarre sévère constatée sur un patient après plusieurs semaines d'hospitalisation. Il est important de bouger les patients pour éviter les escarres. Vous pouvez voir sur cette diapositive un diagramme du système de signalisation au Cameroun. Lorsque l'unité de santé de référence reçoit un cas, le formulaire est rempli, comme il a été expliqué dans la première présentation. Ce formulaire est ensuite transmis aux responsables du district et au niveau central, puis par la suite au programme de donation du Mectisan. Nous conservons également certains formulaires au niveau national à des fins statistiques. Un autre formulaire est envoyé auprès du système national de pharmacovigilance au sein du ministère de la Santé. À la fin de chaque campagne de traitement, des statistiques relatives à tous les cas sont renvoyées au système de santé pour effectuer un suivi du nombre total de cas chaque année. Ce rapport est également transmis au Programme africain de lutte contre l'onchocercose et à l'OMS. En ce qui concerne la prévention de ces événements graves, nous avons eu recours à de nombreuses stratégies car le principal facteur de risque est une forte parasitémie à l'OA. Nous avons donc pensé que si nous pouvions traiter auparavant l'aloase, nous pourrions distribuer ce médicament de pré-traitement aux patients fortement infectés afin de réduire leur parasitémie en deçà du niveau de risque avant le traitement à l'ivermectine. Nous avons testé un pré-traitement à l'aide de faibles doses d'ivermectine, d'albendazole, de mébendazole, de médicaments antipaludiques, mais aucun de ces médicaments n'était vraiment efficace pour réduire progressivement la parasitémie à l'OA. Nous avons également mis au point, avec des collègues de l'Institut français de recherche pour le développement, NIH et la Michigan State University, un test et une stratégie de traitement qui consiste à tester les personnes pour la LOA afin de déterminer les patients fortement infectés et de les exclure du traitement de masse et donc de traiter uniquement les personnes qui ne sont pas à risque de développer des événements graves suite au traitement. C'est tout ce que j'ai à dire sur l'expérience camerounaise. Je vous remercie. Formidable! Merci beaucoup, Dr Camneau. Nous apprécions vivement de vous avoir ici avec nous aujourd'hui. Si vous avez des questions à poser au Dr Camneau, saisissez-les dans la boîte à discussion. Nous disposons de quelques minutes pour répondre à quelques questions déjà reçues. Je vais en poser une au Dr Dirény. Une personne a demandé quels messages et quels circuits étaient les plus efficaces afin d'améliorer la participation au traitement de masse en Haïti. Merci pour la question, Kelly. Les médias ont été le moyen le plus efficace, en particulier la radio et la télévision. Nous avons aussi tenu compte des réunions communautaires, de l'éducation en milieu scolaire et dans les églises. Il est important que votre message soit clair. En ce qui concerne la sûreté des médicaments, vous devez souligner le fait que la prévention est essentielle afin d'éliminer ces maladies. Vous devez aussi informer la communauté sur les événements indésirables. Formidable! Merci beaucoup, Dr Dirény. Une autre question que nous avons est en fait une question générale adressée à n'importe lequel de nos intervenants. Cette personne demande si l'un d'entre vous a collaboré avec des programmes de dons de vivres, tels que le Programme alimentaire mondial, pour réduire les événements indésirables d'ordre général,
en particulier ceux liés à la distribution du praziquantel. Nous n'avons pas de programme de distribution alimentaire en Haïti, mais c'est une intervention que nous devons envisager car nous savons qu'un grand nombre de personnes demandent de la nourriture lorsqu'ils viennent au point de distribution de médicaments. Une collaboration avec le Programme alimentaire mondial est à considérer à l'avenir. Merci, Dr Direni, Dr Kumaraswamy ou Dr Kamno. Avez-vous une expérience dans ce domaine? Si la réponse est non, nous pouvons également répondre à ces questions en envoyant un email à tous les participants. Je n'ai aucune expérience dans ce domaine. J'effectuerai un suivi par email. Je vois qu'il y a quelques autres questions. Nous n'avons malheureusement pas le temps d'y répondre aujourd'hui, mais nous répondrons à certaines des principales questions. J'aimerais vous remercier tous de nouveau pour nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous apprécions votre temps. Un grand merci au Dr Kumaraswamy, Dr Kamno et Dr Direni pour le travail de préparation et le partage de vos expertises respectives avec nous. J'aimerais rappeler à tous que les diapositives et un enregistrement du webinaire seront disponibles sur le site internet d'Envision, dont l'adresse est indiquée à l'écran. Par ailleurs, vous pouvez accéder au livret relatif aux événements indésirables graves sur le panneau latéral de votre écran. Ce dernier est disponible en version anglaise, française et portugaise. Si vous n'êtes pas en mesure d'y accéder, le site internet d'Envision contient lui aussi tous ces documents. Ceci étant dit, nous allons maintenant clore cette séance. Merci à tous pour le temps que vous y avez consacré.